On va voyer s'ils peuvent survivre sans nous, rient les enfants. Mais le vieil homme cachait un. Ils avaient prononcé ces mots comme on jette une pierre sur l'eau, sans bruit apparent, mais avec un éclat qui fendit l'air autour d'Antonio et Rosa. La phrase resta suspendue, longue comme une route sans arbre, et les rires des enfants se perdirent dans la chaleur du coffre qui se refermait. Antonio sentit le monde vaciller sous ses pieds, mais ce qu'il retint d'abord fut la texture rugueuse d'une main qui s'agrippait à la sienne, vieille et pleine de travail, les doigts encore tachés d'argile séchée d'un travail d'autrefois. Rosa serra ses doigts comme on referme un livre qu'on ne veut pas voir s'ouvrir. Le couple vivait depuis des décennies dans une petite maison à l'orée d'un village presque oublié, où les jours se succédaient selon le rythme des saisons et des coutures de Rosa. Ils avaient vendu, jadis, une parcelle de terre héritée du père d'Antonio pour payer les études d'un fils. C'était un geste simple, assumé sans regret. Voir Marcelo enseigner à son propre tour, l'entendre dire merci, avec la voix d'un homme fier. Le sacrifice avait été une monnaie d'amour, et chaque centime dépensé avait laissé une trace dans ses mains qui ne savaient pas s'arrêter. Rosa passait la matinée à coudre, réparant chemises et pantalons pour voisins et amis, transformant vieux draps en nouvelles histoires. Antonio, qui avait longtemps travaillé comme maçon, aidait à la maison, bricolait, raccommodait des fauteuils. Le soir, il s'asseyait souvent devant la porte, regardant le soleil tomber derrière la route de terre qui menait au marché. Leur conversation était simple, des souvenirs, des nombres, des préoccupations sur la pluie à venir, sur la santé des voisins, et toujours l'attention pour leurs enfants, un amour sans ornement, parfois naïf. Ce matin-là, cependant, il y avait dans l'air quelque chose d'inquiétant qui ne tenait pas du vent. Les enfants étaient venus avec des valises et avec une politesse distante, brefs gestes, phrases coupées, regards qui évitaient longtemps le visage des parents. Marcelo, désormais professeur, gardait une raideur qu'Antonio n'avait jamais vue. Patricia parlait trop vite, comme pour combler un vide. Bruno feignait la bonne humeur, mais ses yeux restaient calculateurs. Ils proposèrent une petite sortie, une escapade pour voir la campagne, comme si le pays de leurs souvenirs n'était plus le même qu'avant. Le couple prépara ce qu'il fallait, content de pouvoir passer un peu de temps avec eux, croyant encore aux gestes simples, aux dimanches partagés. La route commença sans incident, avec des conversations maigres et des silences plus lourds que la poussière qui se soulevait derrière la voiture. Les enfants ne demandaient plus rien sur la santé du couple, ni sur les souvenirs du père d'Antonio. Ils parlaient d'achats, de projets, d'investissements à la ville. Un à un, les mots qui auraient pu combler la distance restèrent en suspens. Le voyage se prolongea, puis, soudain, la voiture ralentit au bord d'une piste poussiéreuse. Un arbre isolé projetait une ombre maigre sur le sol. « On va faire ici une petite pause », dit Marcelo. Il avait la voix neutre d'un homme qui prépare une décision. Rosa, confuse, descendit, tenant encore sa petite valise. Antonio regarda ses enfants, cherchant l'idée d'une plaisanterie, quelque chose qui ramènerait la chaleur d'avant. Mais les visages étaient durs. Lorsque les portes se refermèrent et que le moteur reprit, l'odeur du soleil et de la poussière submergea leurs sens. Les valises restèrent sur le talus, indifférentes. Au début, ils restèrent abasourdis, convaincus qu'il s'agissait d'une plaisanterie qui durerait quelques minutes. Puis, progressivement, le bruit de la voiture devint un grondement lointain, puis un point, puis rien. Aucun retour en arrière. Antonio posa la main sur la valise, sentit le cuir sec sous ses doigts et la chaleur qui s'était accumulée dans le métal. Il eut un instant où la poussière sembla danser autour d'eux, et le soleil, comme pour expliquer quelque chose, tomba lourdement sur leurs épaules. Rosa chercha des mots, des yeux, un signe de malice qui justifierait l'abandon. Mais il n'y avait pas de malice, seulement l'économie froide d'un calcul qui mesurait l'affection à l'aune d'un gain possible. « Ils vont voir si on peut survivre sans eux », dit une voix dans la tête d'Antonio, une citation comme une gifle. La même phrase qui allait bientôt circuler dans le village comme un scandale. Il n'y eut pas de cris, pas d'imploration publique. Le couple resta debout, la poussière se collant à la sueur de leur front, regardant la route vide. Ils avaient été laissés au bord de l'enfance de leurs enfants. Un geste sans poésie, moderne et brutal. Le soleil pressa sur leurs épaules. La soif vint vite. Antonio fouilla dans sa poche et en sortit une vieille bouteille d'eau, à demi vide. Ils se partagèrent ce qu'ils avaient, comme ils avaient toujours fait lorsque le peu était tout. Antonio pensa à la maison, à la porte qui allait rester béante, aux voisins qui ne savaient peut-être rien. Il aurait pu se risquer à crier, mais il n'en eut pas la force. Ils marchèrent un peu sur le bas-côté, cherchant de l'ombre, repérant un petit bosquet. À chaque pas, la malle de la trahison pesait davantage. Heureusement, la vie a parfois des détours où se glissent des mains généreuses. Un camion s'arrêta non loin, freinant avec un crissement qui fit vibrer le silence. L'homme derrière le volant descendit, grand, le visage buriné par les routes. C'était Josué, un routier habitué aux arrêts imprévus, aux rencontres au bord du monde. Il les observa quelques instants, puis s'approcha, parlant d'une voix basse, directe. Il apporta de l'eau, des mots simples et une proposition. « Venez, je connais un endroit où on vous donnera quelque chose à manger. » « Vous ne pouvez pas rester ici. » Ils montèrent dans son camion,
laissant derrière eux la poussière de l'humiliation et un peu de leur compte. La ville la plus proche n'était pas grande, mais elle avait un cœur plus vaste que sa géographie. Lourdes tenait une petite pension, une maison de bois et de fenêtres toujours ouvertes, où entre la chaleur du café et le parfum de pain frais. Elle accueillait ceux qui passaient pour la nuit ou pour la vie. Lorsqu'elle vit Antonio et Rosa, elle se contenta de les fixer, longtemps, comme s'il fallait peser l'âme des gens pour décider. Puis, sans grand discours, elle leur offrit un repas chaud et une chambre avec 2 lits, de ces lits dont la couette sent la lessive et la mer d'un village proche. La communauté se forma rapidement, comme une main qui répare une autre main. D'autres habitants vinrent, un peu par curiosité, puis par une tendresse sincère. Edilson, qui tenait la quincaillerie, Jessica, la coiffeuse, qui coupa gratis les cheveux de Rosa et la fit sourire pour la première fois depuis l'abandon. Paulinho, qui partageait des histoires de chantier et des cigarettes roulées. Ils échangeaient des nouvelles, apportèrent des vêtements propres, raccommodèrent les valises usées. « Famille, c'est qui reste », murmura quelqu'un, et la phrase resta, comme une sorte de définition reconstruite. Antonio et Rosa retrouvèrent un peu de dignité dans les gestes de ces inconnus. Ils reprirent des forces. Rosa trouva de l'occupation en aidant Lourdes à la cuisine. Elle cousait des nappes et raccommodait des chemises pour les pensionnaires. Antonio, toujours habile de ses mains, aida à réparer une table branlante, fit une étagère, remplaça une charnière. Leur savoir, légué par des années de métier, retrouva une utilité immédiate. Ils dormaient mieux, et parfois le soir, en regardant par la fenêtre, ils reconstituaient le fil de leur vie, comme on recoud soigneusement une vieille couverture. C'est dans une de ces soirées, alors que la pluie tambourinait doucement sur le toit de la pension, qu'Antonio pensa à la petite poche qu'il gardait habituellement près du cœur, sous sa chemise. Une poche où il avait, depuis toujours, conservé des papiers qu'il considérait précieux. C'était une habitude de son père, protéger des documents, des reçus, des dessins de terrain, des noms de route. Antonio n'en avait jamais parlé à personne. La papier lui donnait une sorte de continuité, un fil qui le reliait à sa propre histoire. Il sortit la petite pochette en cuir, l'ouvrit, et à la lumière vacillante d'une lampe, posa devant Rosa quelques feuilles jaunies, une vieille liasse scellée d'un élastique fatigué. Il y avait des cartes, un plan approximatif d'un terrain situé à quelques lieues du village et une lettre courte rédigée de la main ferme de son père, confirmant la possession de la parcelle. Antonio n'avait rarement évoqué cette terre. Elle semblait pour lui plus une carte de mémoire qu'un bien tangible. Mais la carte mentionnait des repères, un grand rocher, un puits abandonné, une balise et un nom inscrit d'une écriture qui tremblait. Succession, héritage pour la famille. Rosa lut à voix basse, comme si la feuille pouvait se briser sous le son. Ils échangèrent un regard, un mélange d'incrédulité et de curiosité. Peut-être, se dit Antonio, il y avait quelque chose d'oublié là-bas. Lourdes, qui avait l'oreille attentive aux petites conversations, observait sans intervenir, puis proposa. « Il vaut mieux que vous en parliez à quelqu'un qui sait. Ici, on connaît un avocat, Dr Renato. Il écoute ces histoires. » Le nom était prononcé sans emphase, comme s'il appartenait au paysage local, à la même hauteur que le marché et le coiffeur. Ils acceptèrent la suggestion, comme on accepte un chemin balisé, sans prescience de ce que ce chemin ouvrirait. La discussion chez le docteur Renato se fit en plusieurs étapes, espacées sur quelques semaines. Le cabinet n'était pas énorme, une table en bois, des dossiers rangés, une carte de la région accrochée au mur. Renato écouta, posa des questions simples, glissa les documents sur son bureau et referma ses lunettes d'un geste habitué. Il expliquait qu'il faudrait vérifier les titres, faire une recherche cadastrale, parler avec des voisins et voir si des arriérés fiscaux existaient. Autant d'étapes courantes, dit-il, avec l'assurance d'un homme qui connaît la lenteur des choses administratives. Il parla de délais, de démarches, ni promettant miracle, ni minimisant l'espoir. Certaines terres, après enquête, valent peu, d'autres beaucoup, dit-il en souriant, avec prudence. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'attentes et d'activités banales. Antonio reprit le travail à la pension, aidait aux réparations, Rosa cousait, accueillait des clients. La vie reprit un rythme modeste, mais désormais teinté d'une curiosité nouvelle. Ils se surprirent à évoquer ce qui pourrait être fait si la terre avait une valeur. Réparer la maison, payer des soins, aider la pension. Parfois, la pensée du retour de leurs enfants planait en une ombre. Ils se demandaient, retourneraient-ils, attirés par l'idée d'un gain soudain, et comment réagiraient-ils si la vérité apparaissait? Un soir, alors que la lune était fine comme une lame, Dr Renato appela Antonio. Sa voix trahissait une animation contrôlée. Il avait trouvé des éléments prometteurs. Les registres indiquaient l'existence d'un terrain enregistré au nom du père d'Antonio, et un certain intérêt d'acteurs externes pouvait en faire un bien plus précieux qu'attendu. Il évitait de parler de chiffres, mais admit que quelque chose d'important pouvait exister. « On doit faire les choses correctement », ajouta-t-il. « Les démarches prennent du temps, mais il faut agir avec prudence. » La nouvelle se propagea vite dans la pension. Certains furent joyeux pour le couple, d'autres prudents. Josué, le routier, plaisanta en disant qu'il faudrait investir dans un camion plus grand s'il voulait partager la fortune.
Mais son rire était honnête, sans arrière-pensée. Lourdes posa la main sur l'épaule de Rosa et murmura « Vous avez toujours mérité plus de paix ». Antonio sentit une chaleur douce l'envahir, comme si la possibilité d'un avenir plus sûr éclairait les rides de son visage. Pourtant la paix resta fragile. Des rumeurs circulèrent hors de la pension. On avait vu un représentant d'une entreprise de construction discuter avec un homme au marché. Un véhicule sombre fut aperçu près du bureau du notaire. Les choses prirent la vitesse et l'air d'un monde qui accompagne l'argent d'un parfum particulier. Antonio comprit que l'écho de leur possible avantage attirerait des regards divers. Il songea aux mots des enfants, au rire tranquille qu'ils avaient eu au moment de les abandonner. Ces mots, répétés dans son esprit, brûlaient comme une braise sous la peau. Il était assis à la table, la poche en cuir ouverte devant lui, les feuilles éparpillées comme si elles étaient désormais des pièces d'un puzzle que la vie lui mettait en main. Il repensa aux années de travail, à la maison réparée à coups de sueur, aux études payées, aux dimanches où l'on riait. Il se demanda s'il devait annoncer la nouvelle à ses enfants. Leur apporterait-elle remords sincères et retour d'affection, ou seulement des visages de convives mêlés au goût du gain? Antonio sentit monter en lui une détermination tranquille. Si quelque chose devait changer, il le ferait selon sa conscience. Il se souvenait des leçons de son père, de l'idée que l'héritage est d'abord une question de cœur. C'est à ce moment-là que le téléphone de la pension sonna, un instrument moderne dans un lieu où les conversations se font plus souvent au visage qu'à travers un combiné. Lourdes décrocha. D'un côté de la ligne, une voix professionnelle, précise. Un représentant d'une entreprise de construction souhaitait parler au propriétaire de la parcelle. Il disait avoir des informations et proposait une rencontre. Le cœur d'Anthony battit plus fort. Rosa leva la main, comme pour calmer la main d'Antonio qui tremblait légèrement. Le monde extérieur frappait à leur porte, avec l'appétit froid d'un commerçant. Antonio prit une profonde inspiration. Il contempla les feuilles jaunies, les bords rongés par le temps, et sentit la force d'une décision se former en lui. Il n'était plus seulement l'homme abandonné sur le bord d'une route. Il était celui qui, malgré tout, gérait son propre destin. Il fit signe à Lourdes de noter le message, et répondit d'une voix mesurée, sans urgence, mais sans recul. « Dites-leur que nous discuterons, » dit-il. « Je veux connaître les faits avant de prendre une décision. » Sa voix était ferme, mais sans amertume ostentatoire. Il n'annonçait pas le prix, ni les intentions, seulement la volonté d'aller lentement, d'apprendre et de décider selon sa conscience. Les phrases des enfants résonnaient encore, plus aiguës que la sonnette du téléphone. On va voir s'ils peuvent survivre sans nous. Antonio répétait intérieurement la phrase, non plus comme une image de douleur, mais comme un défi silencieux qui l'invitait à prouver autre chose. Au dehors, la pluie s'était arrêtée, et la rue exhalait un parfum de terre humide qui s'élevait en volute. Dans la chambre à l'étage, Rosa posa sa main sur la sienne. Il y eut un accord muet entre eux. Avancer, mais avec prudence, réparer, mais sans céder à la haine. Antonio rangea la pochette dans sa poche, comme autrefois, et se leva. Il allait rencontrer l'homme de la construction, et il irait aussi, tôt ou tard, parler à ses enfants. Mais il ne savait pas encore comment il déposerait la vérité sur la table, ni quelles conséquences affecteraient leur lien. La porte de la pension se referma sur un soir qui portait l'odeur du changement. Un soupçon d'agitation courait dans les rues. Un homme en costume avait été vu sur la place. Une discussion animée avait eu lieu à la quincaillerie. Les habitants, curieux mais respectueux, échangeaient des regards. Antonio fixa la lueur d'une lampe, ses mains posées sur la table, la pochette en cuir chaude contre son cœur. Il se remémora la route, la valise abandonnée, les rires des enfants qui s'étaient envolés. Il sentit monter en lui une certitude nouvelle. Il se battrait pour la dignité, pour Rosa, pour la petite famille qu'il pourrait encore choisir de construire. La suite du chemin se dessinait, incertaine et pleine de possibilités. Une chose cependant lui semblait claire. Ils n'accepteraient pas que la justice de leur existence se résume à une phrase cruelle, jetée au hasard. Ils voulaient une vérité qui respecte la vie qu'ils avaient menée, et peut-être, si la chance le permettait, transformer cette épreuve en une main tendue pour d'autres. Le silence qui suivit fut peuplé de projets infiniment modestes. La rénovation de la pension, un abri pour ceux qui n'avaient nulle part où aller, quelques aides pour ceux qui, comme eux, avaient donné tout ce qu'ils avaient pour des enfants qui avaient oublié. Et tandis que la nuit s'étendait, Antonio prit une décision intérieure. Il ne révélerait pas tout de suite ce qu'il savait. Il préférerait comprendre d'abord, vérifier, puis décider de la manière la plus juste. Les enfants, s'ils revenaient, auraient face à eux un homme qui avait appris à choisir la dignité plutôt que la rancœur. Mais il savait aussi que la route serait longue, entre rencontres avec l'avocat, visites à la mairie, discussions avec des étrangers au regard calculateur, et que chaque pas pourrait réveiller vieille blessure. Il tendit la main vers Rosa, et ensemble ils regardèrent la fenêtre, où le reflet de la lune traçait sur la vitre une carte de lumière.
La pochette était toujours là, fidèle, contenant des papiers qui peut-être dessineraient le reste de leur histoire. Le matin suivant, la pension s'éveilla avec une agitation discrète. Des pas pressés, des murmures qui s'éparpillaient comme des petits papiers qu'on secoue, et la certitude que quelque chose avait changé dans l'air. Antonio avait dormi peu. Il avait l'habitude de ces nuits où les pensées s'alignent pour former des plans qu'on ne prononce pas encore. Il enfila sa veste, passa la main sur la poche de cuir et se rendit à la cuisine où déjà Lourdes préparait le café. « Il arrive dans l'après-midi », dit-elle sans regarder, comme si les mots ne lui appartenaient pas tout à fait. « Un homme de la ville, paraît qu'il représente une société. Ils veulent voir ce qui appartient à votre famille. » Antonio hocha la tête. Les heures semblaient désormais chargées non seulement de tâches, mais d'obligations morales. Il n'aimait pas la façon dont l'argent pouvait attirer des présences, changer les gens en visiteurs ou en acheteurs d'âmes. Pourtant, il savait qu'il fallait écouter, apprendre, et laisser qu'on vérifie la vérité des papiers. Le docteur Renato avait raison, tout devait se faire correctement, pas par précipitation et pas sous l'emprise d'une émotion soudaine. Quand l'âme arriva, il portait un costume sombre et un sourire calculé. Il s'appela Claudio et parla posément, comme quelqu'un qui distribue des certitudes. Il décrivait la parcelle d'un ton neutre, évoquant projet de développement, valeurs stratégiques, sans jamais s'arrêter sur les personnes affectées. Ses mots tombèrent sur la table en bois comme une pluie lointaine. Il parla d'offres, d'estimations, de possibilités de coopération. On sentait dans son regard une mesure. Il jaugeait, il faisait des calculs. Antonio le regarda sans ciller. Rosa, silencieuse derrière lui, semblait contenir une tempête plus que l'autre. Lorsque Claudio lui proposa un rendez-vous pour une estimation formelle et proposa d'avancer une somme pour les démarches, le vieil homme déclina poliment. Il expliqua qu'il passerait par Renato, qu'il voulait savoir la vérité des faits avant toute signature. Ce refus fit plisser le front de Claudio, mais il le garda pour lui. On n'a jamais vu la générosité véritable alliée à l'empressement. La vraie générosité attend, demande et observe. Les nouvelles se répandirent plus vite que la poussière d'une route de campagne. Bientôt, on compta quelques regards nouveaux, des voix qui consultaient le marché. Ils ont une parcelle ? Les enfants réapparirent plus vite que la tempête. Marcelo, Patricia et Bruno revinrent en voiture, moins pour les retrouvailles que pour la vérification. Leurs visages portaient cette combinaison étrange de nervosité et de calcul qui vient quand on se sent convoqué par l'intérêt. Ils entraient à la pension comme on rentre chez quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et que l'on prétend aimer. Les embrassades furent brèves. Marcelo regarda autour, évalua la table, le rideau, la lampe. Patricia, les yeux sur la poche en cuir qui avait été posée sur la table. Bruno sembla déjà compter. Les mots vinrent timides, puis plus fermes. On a entendu dire qu'il y avait une affaire. On veut en savoir plus. Antonio les regarda longuement, sans colère démonstrative. Il ne fit pas de scène. Il invita ses enfants à s'asseoir, tandis que la pension se chargeait d'une sorte de silence expectatif. Le café circula, les mains se frôlèrent sur les tasses, et les paroles glissèrent, sans chaleur. Marcelo parla d'abord, avec la retenue d'un homme qui a appris à contenir ses émotions pour garder une image propre. Il demanda des explications, fit mine d'être surpris par la nouvelle, parla du passé avec une douceur qui sonnait comme une stratégie. Patricia pleura légèrement, mais ses larmes avaient le poli des émotions bien programmées. Bruno, quant à lui, se montra impatient, regardant vers la fenêtre comme s'il calculait déjà un profit. Antonio posa les feuilles jaunies au milieu de la table et les regarda comme on contemple un vieux trésor. Il prit la parole, voix maîtrisée, comme s'il déroulait une leçon apprise au fil des ans. « Nous avons trouvé ces papiers, oui. Nous n'avons rien signé. Nous avons demandé au docteur Renato de vérifier. Pour l'instant, il y a des démarches. » Ces mots ne furent pas un aveu, ni une déclaration arrogante. Ils contenaient la délicatesse d'un homme qui sait que tout peut être brisé par l'avidité. La position des enfants se fissura sous des regards que la pension connaissait désormais. On pouvait lire dans les yeux des habitants ce mélange de curiosité et de défense. Lourdes, silencieuse, observait derrière son comptoir. Jossué, appuyé dans un coin, serrait les mains comme s'il pressentait une lutte qui n'était pas seulement de l'argent, mais d'honneur. Le docteur Renato prit le relais avec la lenteur d'un artisan. Il expliquait les étapes, parla de vérification et de titres, de la nécessité d'un cadastre et d'un partage corrigé si d'autres héritiers figuraient dans les registres. Ces mots n'étaient pas des promesses, mais des plans. Il recommanda prudence et mesure. Lorsqu'on parla d'anticipation et de proposition de la société, il posa une règle simple. Chaque choix serait pris en conscience. C'est alors que la tension monta d'un cran. Un courrier anonyme, un papier édicé sous la porte de la pension, fit savoir que la société souhaitait une réponse rapide et qu'elle avait déjà une proposition sérieuse. Les rumeurs, qui se nourrissent de silence, grandirent. Les enfants, qui avaient quitté leurs parents au bord de la route comme on jette un objet, se mirent à jouer un nouveau rôle, celui des gardiens potentiels d'un trésor qu'ils n'avaient pas su préserver. Puis l'un d'eux, Patricia, prit la parole d'une voix qui cherchait la contrition. « Maman, papa, on est désolé, on n'aurait pas dû. On veut aider maintenant. » Sa main chercha la sienne. «
Mais les mains d'Antonio se retirèrent comme on retire un objet trop chaud. La douleur n'est pas un billet qu'on échange contre une excuse, murmura Rosa. La voix était calme et le salon retint son souffle. Ce fut la première grande confrontation publique. Les propos furent courts et précis. Bruno parla d'intérêt. Une femme du village, qui avait entendu l'histoire du bord de la route, s'approcha et dit, sèchement, « Les routes ne sont pas des poubelles pour jeter vos parents. » Ce petit mot traversa la réunion comme une flèche et laissa des traces. Au cœur de cette tension, Antonio prit une décision qui surprit par sa simplicité, écrire. Il attrapa du papier, une plume presque rituelle pour quelqu'un de ses années, et commença à mettre des mots. Il écrivit aux enfants, mais pas seulement pour répondre à leurs phrases. Il écrivit pour expliquer ce qu'il considérait être une véritable transmission. Non pas la somme d'un conte, mais des actes, des souvenirs, une conduite. Il rédigea des lignes qui parlaient de nuits passées à coudre un costume, de mains qui ont porté des sacs de ciment à l'aube, des économies amassées pour l'éducation. Il parla de la façon dont l'amour se paie en petites choses et comment l'on enseigne, en donnant l'exemple. « Je ne rejette pas le sang », écrivit-il, « mais je ne peux pas récompenser un oubli qui s'est transformé en calcul. J'ai la responsabilité de faire bien. Si cet argent existe, il doit servir à ceux que nous sommes et à ceux qui n'ont pas eu une main pour se relever. » Ces mots circulèrent, furent lus à voix haute dans la pension et prirent le poids d'une décision. Antonio n'écrivait pas une sentence, il écrivait une direction morale. Les jours suivants furent un va-et-vient administratif discret. Des visites à la mairie, des échanges avec des voisins qui se souvenaient d'anciennes transactions, des semaines pendant lesquelles Renato consulta des registres, rencontra des témoins, fit des courriers. Ce n'était pas de la magie, ni une transformation instantanée. C'était un travail lent, fait de patience et d'une vérification scrupuleuse. On vit la pension se remplir de petits papiers, d'avis, de tampons et de signatures à demi effacées. Les mois passèrent, marqués par des gestes ordinaires. Rosa cousant, Antonio réparant un banc, Josué revenant de ses routes pour offrir un repas. Puis vint l'appel attendu. Il y avait bien un terrain enregistré au nom du père d'Antonio. L'évaluation initiale laissait entrevoir une valeur significative, assez pour susciter l'intérêt de promoteurs. Une attention professionnelle se posa sur la parcelle, des repères topographiques, un accès potentiel à une route à proximité, la perspective d'un projet. Dr Renato parlait en termes prudents. « Ce n'est pas un miracle, dit-il, c'est une possibilité. » Nous devons être justes. Claudio ne se fit pas prier. La société proposa une offre formelle, expédiée sous enveloppe scellée. Son message était poli, pragmatique. Il offrait de racheter la parcelle à un prix qui couvrait largement les dettes éventuelles, proposait un paiement échelonné ou un paiement unique, et ajoutait des phrases qui tentaient de rendre l'offre séduisante. Mais la grandeur d'un chiffre est une chose, la décision morale en est une autre. Les enfants recommencèrent à apparaître, avec une intensité différente. Cette fois, leur présence sentait moins la filiation que l'espérance d'un gain. Ils se montrèrent pressants, quelquefois menaçants sous des formes feutrées, suggestions de recours juridiques, promesses d'arranger la chose entre nous. Mais la pension avait changé. Les anciens regards avaient laissé place à des amitiés tissées. Jessica, Edilson, Paulinho et même des voisins plus lointains se rassemblèrent autour d'Antonio et Rosa. Ils formèrent une présence silencieuse, un corps collectif qui rendait difficile l'isolement. Un jour, alors que la tension atteignait un pic, le promoteur envoya un représentant qui se présenta à la pension pour une dernière tentative de pression. Il parut surpris de ne pas trouver un couple affolé et prêt à vendre. Au lieu de cela, il trouva des gens calmes, solides. Lourdes planta ses mains sur la table et dit, sans détour, « Ici, on décide ensemble. Si cette terre peut aider ceux qui n'ont rien, alors elle ne sera pas vendue pour enrichir un seul. » La parole, simple et directe, fit écho. Marcelo parla d'un surmenage, d'une pression financière passée, de la distance causée par la vie en ville. Il s'excusa, mais ses mots étaient construits comme un discours publicitaire, beaucoup de termes arrangés pour toucher. Patricia tenta de séduire par les larmes. Bruno, frontal, fit allusion à des recours juridiques. Ils proposèrent même de verser une contre-offre pour racheter la parcelle eux-mêmes. Antonio les regarda sans haine. Il avait appris à mesurer les gestes d'un homme par ses actes, non par ses paroles. Il prit la main de Rosa et demanda un silence. « Vous nous avez laissés au bord d'une route, » dit-il, d'une voix qui n'était pas criée, mais qui pénétrait. « Ce n'est pas une parole que l'on efface par une signature ou un chèque. Vous pouvez revenir pour nous aimer de nouveau. Vous pouvez demander pardon, et nous écoutons cela. Mais si votre retour est dicté par l'intérêt seulement,
alors vous ne recevrez pas une récompense pour votre oubli. Il y eut un moment de stupeur. Certains habitants glissèrent des regards entre eux. Jessica essuya une larme. Marcelo baissa les yeux. Patricia rougit et se tut. Bruno sembla chercher un mot qui justifierait ses gestes, et ne trouva rien. On passait d'un plan d'énergie mis au service de la réparation à la nécessité d'une reconstruction morale. La décision n'était pas d'une simplicité mécanique. Ils consultèrent encore Renato, ils discutèrent avec des amis juristes, sans entrer dans des détails techniques, seulement pour s'assurer que tout serait fait conformément aux lois. Ils évoquèrent des options, vendre la parcelle et distribuer les sommes selon un plan, monter une fondation locale, créer des bourses pour des jeunes du village, améliorer la pension et construire un petit refuge pour personnes âgées ou sans abri. Chacun de ces projets était pensé pour transformer la douleur en un acte utile. Finalement, après des semaines de discussions et d'ajustements, ils prirent une décision partagée, une décision marquée par la prudence et l'altruisme. Ils acceptèrent une offre raisonnable, négociée par Renato, mais avec des clauses morales. Une part importante irait à la pension et à la création d'un abri pour la ville. Une autre part financerait des programmes d'aide pour les familles en difficulté et des bourses pour la scolarité des enfants du village. Une réserve serait mise de côté pour la santé et le confort d'Antonio et Rosa. Une petite maison, des soins, une sécurité pour leurs vieux jours. La nouvelle fut accueillie avec une émotion compréhensible. Lorsque les premiers chèques furent versés, Claudio fit un geste cérémonieux et repartit, non sans l'appréhension d'avoir perdu quelque chose qu'il n'avait pas su comment posséder. Les habitants se rassemblèrent pour observer le début des transformations. La toiture de la pension fut remise en état, la salle commune fut repeinte, une menuiserie construisait des lits supplémentaires pour l'abri. Josué, qui avait prêté la main et ses trajets, fut invité à être le coordonnateur logistique du projet communautaire. Les mois se succédèrent en une série de visages nouveaux et de travaux pratiques. On vit des images simples, des planches cloutées, des briques posées, des familles qui apportent des repas, des rires qui rejaillissent. La pension devint un foyer plus grand, capable d'accueillir ceux qui n'avaient nulle part ailleurs. L'abri fut inauguré un matin clair, un bâtiment modeste mais propre et fonctionnel, avec des lits, une petite bibliothèque et une cuisine commune. Dans le discours d'ouverture, Antonio trouva des mots mesurés. Il remercia la ville, parla de dignité, de solidarité et de l'importance d'accueillir ceux qui tombent. Quant aux enfants, la nouvelle réalité les força à un réexamen. Marcelo opta pour une distance prudente, mais il commença à venir de temps à autre, apportant parfois des légumes ou aidant avec de petits travaux pour se racheter de gestes passés. Sa fierté d'antan avait cédé à une honte proposée plus douce. Il cherchait à réparer par des actes. Patricia tenta d'inscrire son nom dans des projets sociaux initiés par la pension. Elle offrit son temps, parfois sincèrement, parfois pour apaiser une conscience encore à désinfecter. Bruno, plus rigide, accepta une rencontre formelle avec Renato pour discuter de ses droits, mais la communauté ne le regarda pas comme avant. Il fallait plus qu'un contrat pour regagner la confiance. Une scène resta gravée dans la mémoire de tous. Un matin, Marcelo arriva avec un petit paquet et un visage marqué d'une fatigue lucide. Il s'assit devant Antonio et posa la main sur la table. « Je ne suis pas venu pour l'argent, dit-il. J'ai honte. Maman, papa, je voulais vous dire que j'aimerais aider. » Ces mots n'étaient pas limpides, mais la démarche fut vraie. Rosa sourit doucement, posa la main sur la sienne et dit simplement « Tout commence ici ». Le temps fit son œuvre. Les rancœurs s'apaisèrent en partie. Certaines relations se recomposèrent. D'autres n'avaient pas vocation à se réparer. La justice humaine, lente et parfois imparfaite, avait laissé place à quelque chose d'autre, un tissu social renforcé. La pension reçut des enfants du village en difficulté, des personnes âgées abandonnées, des femmes seules. Elle devint un lieu de réparation concrète. Le couple, cependant, décida d'installer sa vie désormais dans une petite maison à l'ombre d'un figuier, non loin de la pension. Ce ne fut pas un palais, mais une demeure tranquille, avec une chambre modeste, une cuisine lumineuse et un banc devant la porte. Rosa planta un petit jardin où elle semait des herbes. Antonio, content de ne plus courir sans cesse, mangeait son pain le matin en regardant la route. Non plus comme un rappel de l'abandon, mais comme une route qui mène aussi vers la communauté qu'ils avaient choisie. Le geste qui marqua le plus fut celui des lettres. Antonio et Rosa, fidèles à leur décision morale, écrivirent des lettres à la communauté et aux enfants. Ils expliquaient pourquoi une part de la somme avait été dédiée à la pension, pourquoi l'abri existait et comment ils imaginaient que la vraie richesse se mesure en actes. L'un de leurs passages disait « Nous avons aimé et nous aimons encore, mais l'amour ne signifie pas accepter l'oubli qui a blessé. Nous apprenons à pardonner, pas à oublier. » Le lancement d'une petite bourse d'études fut l'un des succès concrets. Quelques jeunes du village, dont les parents n'avaient pas les moyens d'envoyer au lycée, reçurent un soutien.
On créa aussi un petit fonds pour les soins médicaux des personnes âgées du canton. Ces mesures n'étaient pas spectaculaires, mais elles apportaient un sens d'équité et de dignité. L'argent, transformé en projet, devint un remède à la honte et un instrument de réparation. Parmi les nombreux moments qui avalisent la réussite de ce choix, il en est un, tendre et discret. Le jour où une vieille femme trouva un lit, pour la première fois depuis des années, où posait sa tête sans peur. Elle écrivait une lettre simple au couple. « Vous m'avez rendu une nuit ». La phrase fut lue à haute voix dans la pension et provoqua des larmes honnêtes. En parallèle, la communauté organisa un petit atelier où Antonio enseignait le travail du bois, Rosa proposait des cours de couture et on montait des rencontres où l'on parlait de voisinage, de soins, de maintien de la dignité. Des personnes qui auparavant n'auraient jamais franchi la porte d'une mairie se mirent à prendre la parole. La pension devint un lieu d'initiative citoyenne. Les enfants, pour leur part, connurent des destins séparés. Marcelo se rapprocha progressivement, non pas pour obtenir des avantages, mais parce que la honte l'avait poussé à examiner ses priorités et à revenir vers les siens. Patricia décida de s'engager dans un projet social. Bruno s'éloigna, non par rancune, mais par l'incapacité de changer à la vitesse que la communauté exigeait. Il fallut du temps à chacun. Mais au final, la famille trouva une nouvelle forme de dialogue, plus mesurée, plus honnête. Un autre épisode marquant fut la visite d'un petit garçon, le fils de la fille de Bruno, qui n'avait que quelques mois. Quand il posa le pied pour la première fois dans la pension, Antonio le prit dans ses bras avec une étrangeté douce. Il se voyait dans ce nouveau regard, plein d'innocence. La présence d'un petit net noua quelques cœurs qui avaient été tendus et offrit une nouvelle chance de tissage. Rosa sourit et chanta doucement pour lui, une berceuse qu'elle n'avait pas chantée depuis longtemps. Les mois passèrent et la communauté eut le temps de mesurer les fruits concrets de cette décision. Un rapport simple exposa les dépenses. Rénovation de la toiture, achat d'une cuisinière pour la pension, création de quelques lits supplémentaires pour l'abri, bourse pour des jeunes. Rien de flamboyant, mais une transformation tangible, visible à chaque porte peinte, à chaque repas partagé. Le jour de l'inauguration officielle de l'abri, la ville entière se rassembla. Il y eut des discours brefs, des applaudissements mesurés et un silence respectueux quand Antonio prononça quelques phrases. Il parla de dignité, de réparation, de mémoire. On m'a demandé, le jour où on m'a abandonné, qui nous resterait. Les enfants ont ri, disait-on. Ils ont demandé si nous survivrions sans eux. Nous avons survécu, non pas parce que nous étions fort seuls, mais parce que des inconnus se sont fait famille. Et c'est cela que je veux léguer. Les mots circulèrent, et la phrase qui avait été une blessure se transforma en question publique. Qui reste? Ce n'était plus une injure, mais un enjeu. La pension devint un symbole discret. Ici, on reste, on accueille, on fait communauté. La suite fut faite de petites choses. Un anniversaire fêté à la pension, des artisans qui offraient un après-midi de travail gratuit, des rires qui revenaient au fil de l'eau. Antonio et Rosa se trouvaient plus apaisés. Ils recevaient des visites, et parfois Marcelo venait prendre des nouvelles sans s'imposer. Un jour, la fille de Patricia passa, confuse et sincère, tenant la main de son enfant. Elle s'assit et laissa couler une conversation maladroite mais vraie. La porte ne se fermait pas au retour, elle restait ouverte, mais non pas comme piège, plutôt comme accueil conditionné au changement réel. Une vérité s'imposa. L'héritage le plus profond n'était pas une somme d'argent. C'était un exemple. Antonio et Rosa avaient choisi de transformer une blessure personnelle en bien commun. Ils avaient refusé que la vengeance devienne leur boussole, préférant la réparation et l'investissement dans la dignité. Les habitants qui avaient tendu la main devinrent à leur façon les héritiers d'une vie d'honneur. Il fallut des mois encore pour sceller définitivement la vente et distribuer les fonds selon le plan. Sans entrer dans des détails juridiques qui n'appartiennent pas à cette histoire, on peut dire que la route fut faite de patience, signée avec des témoins, discutée avec l'avocat et acceptée par la communauté. Au fil du temps, les comptes rendus furent publiés, non pas pour se vanter, mais pour montrer la transparence d'une décision qui ne voulait pas être un secret caché derrière des murs. La dernière image avant l'épilogue fut simple. Antonio et Rosa, assis côte à côte sur un banc devant leur nouvelle maison, regardant la route. Le soleil descendait doucement. Ils prirent la main l'un de l'autre. Autour d'eux, la vie continuait, plus résistante, plus généreuse. Ils avaient trouvé une famille dans ceux qui restaient, et leur secret, cette parcelle oubliée, n'était plus un motif de ruse, mais une clé pour ouvrir des portes collectives. Quelque temps plus tard, un matin clair, un voisin apporta un petit journal local. On y parlait de la pension rénovée, de l'abri inauguré et d'une initiative de bourse ayant déjà aidé 2 jeunes à continuer leurs études. Il y avait une rubrique avec une photo d'Antonio et Rosa souriant. Dessous, la légende résuma le plus important. Ils ont transformé la douleur en partage. Les enfants furent informés par des lettres, des rencontres, des discussions difficiles. Certains acceptèrent la décision et firent leur deuil d'un gain immédiat pour travailler à regagner la confiance. D'autres s'éloignèrent, incapables ou peu désireux de changer. La vie, fidèle à son rythme, fit que chacun prit son chemin.
Un soir, alors que la lune se penchait et que la pension respirait une paix nouvelle, Antonio prit la plume. Il écrivit une dernière note, simple, adressée à ceux qui restent et à ceux qui partent. Il y redit ce qu'il avait dit à maintes reprises, que l'amour se mesure en actes et que l'on a le devoir de transformer la douleur reçue en aide pour d'autres. Il termina avec une phrase qui devint une sorte de leitmotiv désormais. « Famille, c'est qui reste ». Et lorsque l'on repense à cette journée sur la route, à la phrase jetée comme une pierre, on va voir s'ils peuvent survivre sans nous, on comprend la double face du temps. Les enfants rirent, peut-être pour masquer la peur, mais l'homme vieillissant cachait dans sa poche un fragment d'histoire qui transformait ce rire en une promesse. Ce qu'il avait caché n'était pas un acte de vengeance, mais une responsabilité. Il avait caché la possibilité d'un autre avenir, non pour se venger, mais pour reconstruire la dignité. La leçon que la ville retint fut simple et difficile à la fois. L'abandon laisse des traces, mais la solidarité peut faire des ponts. La vraie richesse, mesurée non en chiffres mais en soins, en toits réparés, en repas partagés et en nuits sans peur, devint l'héritage que Rosa et Antonio donnèrent. Ils vécurent leurs vieux jours entourés d'amis, respectés, en paix. Leur histoire resta un exemple discret dans la mémoire du village. Lorsqu'on abandonne, on peut perdre l'héritage le plus précieux. Lorsque l'on choisit de partager, on fortifie la communauté. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et abonnez-vous pour d'autres récits qui parlent de dignité humaine.